Bonjour Nicolas Haute. Salut Julien. Bon bah écoute, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Un On plaisir. ressort d'un petit entraînement. On a encore un petit peu la sueur au front. Ouais. Ça fait toujours du bien. Franchement, on est très content de te recevoir ici aujourd'hui, d'avoir un petit peu. On a eu cet avant-goût un petit peu du MMA moderne, comme tu l'appelles, comme qu'on a pu tester tout à l'heure. Ça fait vraiment du bien d'avoir, on va dire, c'est ce qui manque aujourd'hui, en mon sens, un peu au MMA. Mais dans un premier temps, je vais d'abord te poser la question qu'on pose un peu à tout le monde, c'est qui est Nicolas Haute? Qui est Nicolas Haute Nicolas Haute, 38 ans, père de famille, entraîneur. Et entraîneur dans la version holistique de l'entraînement. C'est-à-dire qu'avec tout ce que compose l'entraînement et donc la performance, c'est-à-dire la préparation physique, la nutrition, une part de préparation mentale et bien évidemment l'entraînement tel qu'on le conçoit de manière générale, c'est-à-dire l'entraînement technique, tactique, etc. etc. Et c'est quoi un coach pour toi aujourd'hui? Bon coach, on va dire, un bon coach. Qu'est-ce que c'est qu'un bon coach pour Nicolas? Bon, déjà, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a une vision holistique de l'individu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coach, aujourd'hui, il est professionnel. Donc, comme il est professionnel, il ne vit que de ça. Et donc, par conséquent, il a du temps à consacrer à ses clients, mais aussi à sa formation. Et donc, le coach, de manière générale, aujourd'hui, il doit comprendre les différents enjeux de son client, de son athlète, de son sportif, de la personne avec qui il travaille, et comprendre la totalité des enjeux pour percevoir quel est le facteur limitant dans la totalité des enjeux. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dont le style de vie détermine la performance. Avant de parler technique, tactique, physique, nutrition, etc., peut-être qu'il faut que je m'intéresse juste à son style de vie. Combien d'heures tu dors? Combien de fois tu t'entraînes dans la semaine? Quelle concentration tu as quand tu vas t'entraîner? Et donc aujourd'hui, pour moi, le coach, il doit avoir la vision la plus holistique possible, de façon à pouvoir trouver le facteur le plus limitant de la performance. Parfois, c'est la nutrition, parfois, c'est la préparation physique, parfois, c'est l'entraînement, le technique, le tactique, la distance, le rythme, etc. Ou parfois, c'est en dehors de tout ça et c'est juste la récupération qui n'est pas suffisante. Donc on sait que tu t'es fait un petit peu connaître à travers Nassourdine, le combattant UFC Nassourdine, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est là d'où tu puises aujourd'hui un petit peu ta notoriété, on peut dire. Comment elle s'est faite cette rencontre avec Nassourdine? Nassourdine, on s'est rencontrés. Alors, déjà, je mettrai un petit bémol sur Ouais, l'aspect. Effectivement, il y a peut-être des gens qui m'ont découvert récemment au travers grâce de à Nassourdine, Nassourdine. ouais. Euh, Parce que c'est vrai que tout le monde connaît l'UFC, voilà, parce que aujourd'hui tout le c'est monde la hype connaît qu'il y a autour de... l'UFC, etc. Donc, il y a une Ça mise en attire un petit peu lumière. monsieur Voilà. tout le monde de reconnaître le MMA à travers l'UFC aujourd'hui. Exactement. Je pense qu'il y a eu une mise en lumière d'autant plus importante au travers de Nassourdine. Après, ce que je remarque, moi, sur mes réseaux sociaux, par exemple, qui est un indicateur, qui n'est pas l'indicateur, mais qui est un indicateur, j'ai pas beaucoup plus d'abonnés depuis que je suis avec Nassourdine qu'avant. Peut-être qu'avant, j'étais, je sais pas, sur Insta, j'étais peut-être à 48 000. Aujourd'hui, je suis à 52, tu vois, 4 000 en un an. C'est pas énorme. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une notoriété, en tout cas, de ce que je fais, qui est plus importante qu'avant. Est-ce qu'elle est beaucoup plus importante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ils me découvrent au travers de Nassourdine. Il faut savoir que moi, je travaille en tant qu'entraîneur dans les sports de combat depuis plus de 10 ans, en tant que préparateur physique depuis 2011. Pareil, j'ai commencé à entraîner, je pense, vers 2011-2012. J'ai entraîné au MMA Factory pendant 6 ans. C'est qui les plus gros athlètes que tu as eu entre les mains? Sur le tatami, par exemple, lors des entraînements que je donnais, il y avait Cyril Gane quand il a commencé. Il était sur le tatami. Il y avait Jordan Zebo aujourd'hui qu'on connaît. Il y avait Francis Ngannou. Il y avait Khalil Rountree qui combat ce week-end là, contre Alex Pereira à l'UFC. Il était sur le tatami du MMA Factory. Il y avait Yon Kutelaba qui était sur le tatami. Nassourdine Imavov, Daguerre Imavov, les frères Lapillus. Il y avait Mehdi Ben Lagdar, il y avait Rizlan Zouak, il y avait Yuri Bejenari, il y avait etc., etc. Le tapis du MMA Factory, c'était un tapis gorgé de talent. Slim Trabelsi, et j'en passe et d'autres. L'individu le plus difficile à coacher? L'individu... je vais pas mentir sur le fait que j'aime la facilité, j'aime travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours choisi. Et donc, globalement, forcément, quand tu veux travailler avec moi, ça facilite la relation de coaching puisque tu es demandeur. Et du coup, j'ai jamais eu des individus qui sont trop durs à coacher. J'ai des individus qui écoutent moins, mais en général, du coup, ils sont moins performants, ils sont moins connus, donc ça va pas forcément te parler.
mais ouais, ce qu'on voit, tu sais ce que je dis souvent, tu vois, il y a cette vidéo du coaching de Nassourdine qui a énormément tourné. On m'a fait plein d'éloges dessus. Faut pas oublier que le coaching n'a d'importance, n'a de valeur que la capacité de l'athlète à l'écouter. Et donc ce coaching, il a été mis en avant, le coaching lors de l'UFC Paris de Nassourdine Imavov. Mais si Nassourdine n'avait pas écouté le coaching, bah, au final, ce coaching, il n'aurait pas eu de valeur. Donc le coach, il a une grande importance, mais son importance dépend de la capacité de l'athlète à l'écouter. C'est une relation interdépendante. Donc il y a toujours des sacrifices à faire en tant que coach. Pour toi, ils n'ont pas été trop pesants, trop présents dans ta vie personnelle? En fait, chaque choix requiert des sacrifices. Et pour moi, le pire des sacrifices, ça aurait été celui d'être dans un 9 to 5, comme ils disent en anglais, un job de 9h à 17h où j'ai un patron au-dessus de moi qui me dit quoi faire, que je trouve pas compétent, je suis assis à un bureau toute la journée, il n'y a pas de passion. Ça, pour moi, ça aurait été le pire des sacrifices. Et donc, La rat race. ouais, la rat race. Et donc, je pense qu'à partir du moment où, déjà, la première des choses, c'est apprendre à se connaître soi-même et comprendre dans quel environnement on peut briller, dans quel environnement on va s'épanouir. Tu travailles dans ta passion aujourd'hui? Je travaille dans ma passion. J'ai la chance de faire ce que très, 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 très peu de gens en France font, mais même très peu de gens au monde. Tu vois, coacher quelqu'un comme Nassourdine Imavov, qui est 4e mondial, bah, par définition, il n'y a pas 36 4e mondial au monde, dans une des catégories les plus difficiles à l'UFC. Travailler avec des pépites comme Delphine Benouache, non, c'est un plaisir au quotidien. Maintenant, dans le plaisir, il y a des moments difficiles, il y a des moments moins difficiles, mais je les accepte pleinement parce que ce que je fais au quotidien, c'est 100% des choix que j'ai fait. Tu vois, je viens ce week-end, bah, c'est parce que j'ai fait le choix de venir ce week-end, de travailler avec toi, de donner un stage ici. Tout ça, ça me plaisait. Et si ça ne me plaisait pas, et c'est des choix que j'ai fait tout au long de ma vie, quand il y a eu des choses où je sentais que j'avais plus l'énergie pour le faire. Parce que parfois, il y a un truc où tu as l'énergie pour le faire pendant un certain temps, et puis à un moment, tu sens que tu as moins l'énergie et tu le fais moins bien. Bah, à chaque fois que j'ai ressenti ça, j'ai dit ciao, bye bye, je change. Parce que je ne veux pas rester dans quelque chose dans lequel j'ai pas de passion et du coup, je ne vais pas exceller. Et est-ce que tu ressens, est-ce que tu as un ressenti, on va dire, de frustration? C'est-à-dire, est-ce que de temps en temps, tu ne te projetterais pas à la place de l'athlète? Non. Non? Non, parce que après, j'ai été combattant aussi. Donc, c'est pas comme si j'ai pas combattu. J'ai combattu. J'ai suggéré mon niveau. Parce que j'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de combats amateurs et beaucoup de combats dans d'autres disciplines. J'ai combattu en grappling beaucoup, j'ai combattu en taekwondo, j'ai combattu en boxe française, j'ai combattu en judo, j'ai combattu en lutte, j'ai combattu en pancrace. Et après, je suis arrivé en MMA amateur où j'ai fait 3e au monde et après, je suis passé en pro. Et c'était tard finalement. Ouais, t'as ton accomplissement quand même, ton accomplissement, on va dire, sportif qui était C'est pas énorme, moi je suis conscient. mm, Pour moi en tout cas, par rapport aux athlètes que je côtoie, par rapport à déjà. ce qui est possible, etc. Mais si tu veux, euh, je sais, je vois ce que c'est la crème. Comme je t'ai parlé d'excellence tout à l'heure, ça m'aurait pas intéressé de faire une carrière de MMA en dents de scie. Une carrière de journeyman où finalement tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Tu as un palmarès, c'est 18, 10-10, tu vois, un truc comme ça. Si je faisais le MMA, c'était pour être excellent en MMA. Et je pense que le truc qu'a un mec comme Nassourdine Imavov, ça, je l'avais pas. La performance de très très haut niveau, je l'avais pas. Et donc, est-ce que j'ai des regrets par rapport à ça? Non, parce que je pense que j'ai assez vite senti que j'aurais une place beaucoup plus. J'aurais un rayonnement, une place et une satisfaction beaucoup plus importante en tant que coach qu'en tant qu'athlète. C'est quoi qui t'a impressionné chez Nassourdine? Capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation? Ouais. Tu fais un sparring le lundi, le mercredi avec la même personne, il fait un sparring totalement différent. Et d'ailleurs, bah, tu vois, souvent dans ces combats UFC, plus les rounds passent, meilleur il est. Donc, énorme capacité d'adaptation. Et puis après, gestion du stress. Hein, ça, tu sais, c'est les mecs comme Cyril Gane, son premier combat, il avait une gestion du stress que il y a des mecs, toute leur carrière, ils n'ont pas. Il a combattu première fois en MMA, il a mis un double coup de poing comme ça. Ça n'existe pas, tu vois. Cyril, c'est un surdoué des sports de combat. C'est un mec dans sa gestion de la distance, dans son coup d'œil, dans sa capacité à apprendre des techniques, dans sa capacité à être serein à l'approche du combat. C'est élite de chez élite de chez élite. J'ai vu très 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 peu de gens comme ça. C'est quoi une de leurs journées type au final? Pour un combattant, Ouais. ouais, on se lève, on petit déjeune, on va s'entraîner, on mange, on sieste, on se repose, on se relaxe, on va s'entraîner, on mange, on dort,
on recommence le lendemain. La vie de sportif de haut niveau. La vie de sportif de haut niveau. Très simple. On sait qu'il y a quand même une certaine pression pour les coachs qui mettent un premier pied à l'UFC. Toi, tu la gères comment cette pression en tant que coach? Pas en tant qu'athlète. Hein. On sait qu'on a la pression. La pression, en fait, c'est une pression médiatique. Ta pression personnelle. Il y a deux pressions. Il y a la pression médiatique qui est la plus forte, de loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent. Un mec comme Cyril Gane quand il perd contre John Jones, un mec comme BSD quand il perd comme ce week-end contre Moïcano, c'est pas la défaite dans la cage qui le traumatise. Parce que ça, l'athlète, il est capable d'assumer la défaite, il est capable d'aller de l'avant. Mais par contre, les commentaires méchants sur les réseaux sociaux pendant des mois et des mois, les commentaires qui sont lus par ta compagne, qui sont lus par ta mère, par ton père, par ton frère, par tes sœurs, ça, c'est extrêmement blessant, c'est extrêmement traumatisant. Et aujourd'hui, je pense que la pression médiatique, elle est beaucoup plus forte que la pression au sein du camp, au sein de nos pairs, entre guillemets, au sein des gens qui sont dans l'univers des sports de combat. Et donc, en tant qu'athlète, en tant que coach, tu as forcément la pression de ne pas décevoir les gens que tu as entraînés, tu vois, et leur prouver que tu peux les emmener au plus haut niveau. Et puis après, tu as la deuxième pression, effectivement, c'est de ne pas te tromper. Tu vois, tu fais un game plan, tu prévois des choses. Il ne faut pas arriver le jour du combat. Ah ouais, je t'avais dit que ça allait se passer comme ça. En fait, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est deuxième des choses. Et puis la troisième des choses, effectivement, la pression médiatique. Parce que tu as une tonne d'interviews. On te demande de prendre la parole. On te demande de te prononcer. On te demande de dire des choses. Et tout ce que tu dis sera retenu contre toi en cas d'échec. Et donc, tout ce que tu as dit avant, si tu réussis, on va dire, il l'avait dit, c'est fabuleux. Et si tu échoues, on va dire, il l'avait dit, il a dit n'importe quoi, il s'est trompé. Et donc, la pression, elle est forte. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Pour être très honnête avec toi, j'ai ressenti la pression contre Dolidze, pas énorme. En plus, je venais d'enchaîner. En fait, faut comprendre que je coach beaucoup. Et depuis très longtemps quand même. Tu vois, en 2016, j'accompagnais Taylor à l'UFC. En 2021, pour le premier combat de Nassourdine, j'étais aussi avec lui à Abu Dhabi. Donc, ça fait longtemps que je fais des camps d'entraînement. Ça fait longtemps qu'il y a de l'enjeu. Et j'ai grandi dans l'enjeu. Tu vois, j'ai pas pris quelqu'un à l'UFC. Avant l'UFC, j'avais fait Ares, j'avais fait Bellator, j'avais fait l'UFC 2016 pour la première fois, 2021 la deuxième fois. J'avais fait KSW, j'avais fait l'Octagone, j'ai fait le tour du monde dans les organisations. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai fait les championnats du monde amateur 3 ou 4 fois, entraîneur national, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avant. Donc, moins de pression parce que c'est quand même ce que je fais au quotidien. Je le fais juste avec des projecteurs qui sont plus importants. Mais Roman Dolidze, c'était à Las Vegas. Pression, mais ça va. Jared Cannonier, 4e mondial. On est à Louisville, dans sa ville. Plus de pression, mais ça va. Mais j'ai jamais eu de pression comme là, UFC Paris. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. C'était quoi la différence? La maison? Ouais, la maison. Ouais. En fait, j'ai tellement été... Comme j'ai grandi dans cette époque où le MMA n'était pas légalisé en France, j'ai fait énormément de coaching à l'étranger. Et j'avais cette pression de... Tu brilles à l'étranger et tu te déçois en France. Et j'avais cette petite hantise que j'ai pas d'habitude. Tu vois, j'ai moins de pression d'habitude. Et là, je sentais que j'étais un peu plus sous pression que d'habitude. Je le sentais. Est-ce que le coach, il est pas plus exposé qu'avant? Ouais, il est exposé, mais... Avant, j'en ai l'impression qu'on entendait beaucoup moins parler des coachs. T'es exposé... Une grosse lumière sur les athlètes eux-mêmes, mais les coachs... Je vais être honnête avec toi. T'es exposé à la hauteur de... des bénéfices que tu non mais des bénéfices que tu rapportes de ton exposition. C'est-à-dire que si je voulais ne pas être exposé du tout, ce podcast, je peux ne pas le faire en vrai de vrai. Quand RMC m'invite, je peux refuser tout et ne pas être exposé. Et donc en fait, il y a un jeu où tu t'exposes parce que toi, ça te permet d'éduquer un maximum de personnes, ça te permet de vivre de ta passion, parce qu'aujourd'hui, même un coach de haut niveau, il ne vit pas forcément de son coaching, il vit aussi d'autres moyens, de programmes que tu vends sur Internet, etc. Donc, tu proposes de la qualité, mais en revanche aussi, quand tu t'exposes, l'autre côté de la balance, c'est que s'il y a des critiques, elles vont être envers toi, parce que tu es exposé. Quel impact de ta carrière de coach a pu avoir sur ta vie personnelle ? Qu'est-ce que ça a pu avoir ? Est-ce que tu as eu des aspects de ta vie que tu as dû négliger à cause de ces coachings que tu as dû avoir approfondis avec un Nassourdine, avec un Cyril, avec... Alors, c'est un impact, mais encore une fois, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai une vie que j'ai choisi de mener comme je mène.
Tout ce que tu as fait, c'était toujours des choix. C'était Ouais, tes choix c'était des personnels, c'était des. Donc moi j'ai une époque, j'ai T'es eu jamais cette époque. forcé, J'ai eu jamais cette forcé. époque où j'étais au Factory. Ouais. Donc j'étais au Factory en tant que directeur de la performance au Factory. Donc j'entraînais et je gérais la nutrition et la préparation physique des athlètes. Je chapeautais ça. En même temps, j'étais au Krebs Île-de-France, j'étais préparateur physique et 2 jours par semaine formateur sur le BPGEPS. Et en plus de ça, je prenais coaching particulier. Je travaillais 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Je partais très souvent le week-end à l'étranger, en Angleterre ou dans d'autres pays pour aller coacher. Le matin, je partais relativement tôt. Le soir, je rentrais 21h, 22h, c'était mon habitude. Et j'avais la tête dans le guidon. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça, c'est une vie d'athlète de haut niveau au final. Hein. C'est la vie de... J'ai fait ça pendant 2 ans. Tête dans le guidon, nuages de fumée, caféine, Red Bull, café. Tu le Puis fais j'ai eu le encore Covid. aujourd'hui. Ah. J'ai eu le Covid. Ah. Et le Covid, putain, je suis resté à la maison comme ça, une semaine. Première semaine, je kiffe. Ça me fait bizarre, mais je kiffe. Deuxième semaine, je commence à faire des insomnies parce que j'ai plus de dépenses en fait. J'ai passé 2 ans comme ça et je fais plus rien. Et du coup, j'arrive plus à dormir la nuit. J'ai pas assez de dépenses physiques. Et je commence à cogiter, je commence à dire déjà, il faut que je génère de l'argent parce que c'est moi qui rapporte l'argent pour le foyer. Mais en plus de ça, je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Et donc à partir de là, je crée des programmes en ligne. Je comprends que tu peux gagner aussi de l'argent par Internet. Je comprends que tu peux coacher des gens à distance et pas que en présentiel. Et je comprends qu'il y a d'autres moyens de faire les choses. Et je comprends aussi un autre truc très important. Le coach, il est salvateur dans son âme. Il pense qu'il est indispensable à l'athlète. Et à un moment, il faut que le coach, il apprenne que sans lui, l'athlète va vivre aussi. Mais c'est un passage par lequel il doit passer. Moi, le Covid m'a aidé sur ce passage. Il m'a aidé à comprendre que, Nico, tes athlètes te font comprendre que tu es indispensable, mais je te garantis que si tu n'es pas là, ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à fonctionner, ils vont continuer à Et performer. tu penses qu'un Assourdine sans Nicolas Haute, il aurait performé pareil ou est-ce que tu penses Je pense qu'il aurait performé. Ouais. J'espère que je l'ai aidé à performer un petit peu mieux que ce qu'il aurait performé. J'espère que je contribue à sa performance finale. J'espère et je pense. Mais à combien de pourcents, c'est ça qu'on ne sait pas. Et à combien de pourcents ça fait la différence, c'est ça qu'on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, en tant que coach, tu dois te distancer, tu dois prendre ce truc-là. Et donc, l'après-Covid a tout changé pour moi. Comme je t'ai dit, l'après-Covid, ça a changé ça. 1 an plus tard, j'ai quitté le Krebs. 1 an plus tard, j'ai quitté le Factory. J'ai pris une pause. J'ai été aux États-Unis. J'étais voyager. J'étais passé du temps pour moi et ma famille. J'ai été découvrir les plus grands clubs de MMA du monde. J'étais chez John Danaher, j'ai été chez Henri Cejudo, j'ai été chez Rafael Cordero, l'ancien prof de la chute boxe. J'ai été chez Phil Darou, le préparateur physique. J'ai été chez Exos. J'ai été voir Eddie Bravo. J'ai été voir les plus grands clubs du monde et j'ai été voir comment ils fonctionnaient. Et quand je suis rentré en France au bout de 3 mois, j'ai dit putain, c'est bien la France. J'ai dit putain, là-bas il faut faire 45 minutes pour entre 2 salles. Là, je suis sur un tatami au Mamoudi. J'ai 5 champions du monde devant moi. Tu vois, là, hier, on était à la salle. Yassine Bouganem, champion du monde de boxe thaï, multiples fois. Youssef Bouganem, peut-être le français le plus titré de l'histoire de la boxe thaï. Champion du monde, champion du Lumpini, champion du Rajamerd, champion du Omnoy Stadium. Tu vois, je ne te raconte pas le palmarès de dingue. Sur le tatami, Delphine Benouesh, deuxième au championnat du monde de MMA amateur. On n'avait pas Barbosa parce il combattait au ONE FC pour la ceinture du ONE FC qu'il a déjà et il la défendait hier soir. Et Elias Mahmoudi, pareil, champion du monde, contender à la ceinture du ONE FC. Et tout ça, tu l'as sur le tatami d'une petite salle à Bonneuil. Donc, faut capter qu'en Ile-de-France, on a un niveau de sport de combat qui est énorme. Et donc, il y a un moment, ça m'a fait ouvrir les yeux aussi sur, en fait, on n'a pas à avoir de complexe par rapport à ce qu'ils font eux. Nous, ce qu'on fait, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Nassourdine au Venom Training Camp, on fait aussi bien que la preuve. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'inspires beaucoup de cette méthodologie américaine ou c'est Je dirais que ma méthodologie, c'est un mix de tout ce que de moi, mon ADN à moi, et de toutes les expériences que j'ai traversées. Fernand Lopez, que j'ai pu étudier de très très près pendant des années, Aldric Cassata, Johnny Frachet, Chris Daffreville, John Danaher, Gintas Zeninskas, etc., etc. Et tous ces trucs-là, j'ai été comme une éponge pendant des années. Ensuite, j'ai toujours, comme on disait, aujourd'hui beaucoup, théorie, pratique. Donc, j'ai testé. Et ensuite, j'ai trouvé ce que moi me semblait le mieux, mais je suis en constante remise en question. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, je lisais des articles sur l'apprentissage moteur.
J'ai fait un gros focus sur ça parce que j'avais quelques doutes sur les consignes externes, consignes internes, répétitions, etc. Donc, je relisais des choses sur l'apprentissage moteur. Là, en ce moment, je suis sur le développement de l'endurance dans les autres disciplines que le MMA pour revoir les méthodes, globaliser, schématiser, reprendre la distance et dire OK, j'ai pas loupé quelque chose. Est-ce que j'ai loupé quelque chose là? Non, OK, j'ai rien loupé. Et après, régulièrement, je continue à écouter des coachs que je respecte. John Danaher, magnifique. J'écoute ce qu'il dit. OK, ouais, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là OK, OK. Est-ce que tu aurais des vues aujourd'hui sur un athlète que tu aimerais coacher? Non. Non. Non, je suis bien. Tu vois, pareil. T'as pas un athlète de l'UFC? En fait, j'ai fait du qui- chiffre. J'ai Ouais. fait du chiffre. J'ai fait beaucoup d'athlètes. Ouais. Quand j'étais au Factory, quand j'étais au Krebs, t'imagines le nombre d'athlètes qui sont passés par mes mains. J'ai fait énormément d'athlètes. Quand je suis sorti de ce système-là, j'ai dit je veux faire peu d'athlètes, des gens avec qui humainement je suis très très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le rapport humain et des gens qui viennent me chercher parce que comme ça ils ont cette volonté de travail et sur lesquels on est sur la même longueur d'onde. On veut aller vers chercher des objectifs. Je suis très content de ce que je fais avec Nassourdine. Je suis très content de ce que je fais avec Delphine Benwesh. On travaille avec Jorik Montagnac, très content. Eli, c'est très très bien. Yacine Bouganem. C'est des gens, Youssef, c'est des gens que j'apprécie, des gens avec qui j'ai envie de les emmener loin. Il n'y a personne qui me fait rêver. Maintenant, si demain j'avais une salle et qu'il y a des pépites, etc. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, ce serait plus des gens pas connus que moi je reconnais et qu'on amène loin plutôt que dire ouais Nico, est-ce que tu as envie de travailler avec un tel qui est connu? Non, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Tu veux sortir ton cru. Ouais, ça me fait pas. Y a personne qui me fait rêver. Aujourd'hui, on sait que l'UFC, c'est un milieu très concurrentiel. Combien de temps tu te projettes là-bas là? À l'UFC? À l'UFC, même dans ton métier de coach, combien de temps tu vas tenir quand on t'écoute, quand on voit un Ouais, petit peu ouais, le rythme de vie que tu ouais, as aujourd'hui, ouais. combien de temps tu vas tenir? Franchement, j'ai pas de limite, hein. Je suis bien, hein. Tu vois, j'ai de l'énergie, hein. Tu vois, Juste- on est samedi, il est 17h. Je me suis levé à 4h20. Tu nous as fait une journée magnifique de Je fais une coaching. journée, je suis T'enchaînes bien. avec un Un podcast. podcast, je suis au max. Je vais rentrer, je vais regarder des vidéos d'un athlète que je veux étudier. Non, franchement, je suis au max. J'ai pas de. C'est la passion. Tu sais, moi, je suis de l'école de quand tu bouges plus, tu meurs un petit feu. Parce que je l'ai vu, j'ai eu des proches qui sont décédés trop jeunes et j'ai trouvé que c'est l'immobilisme qui les a tués. Et je pense que le mouvement, c'est la clé de la santé, c'est la clé de la joie, c'est la clé de la passion. Moi, je suis quelqu'un qui veut être passionné jusqu'au bout de ma vie. Et si à un moment, je vois que le coaching, bah, j'ai fait le tour et je m'en lasse, j'irai chercher autre chose. Mais tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a l'engouement, etc., franchement, on fonce, il n'y a pas de raison de Un s'arrêter. athlète de haut niveau, il est en bonne santé? Ouais, alors ça, j'ai écrit des gros articles là-dessus. Tu sais, avant, on pensait que c'était une courbe de Gauss. Ouais. Donc, on pensait que c'était une courbe comme ça, en U inversé, courbe de Gauss. On pensait que faire un peu de sport, c'était mieux que pas de sport. Beaucoup de sport, bah, ça commençait à être moins bien. Et puis, énormément de sport, c'était moins bien. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a étudié. Il y a une étude qui est sortie. Ils ont pris tous les athlètes français qui ont fait les Jeux Olympiques à partir des années 60 jusqu'aux années 2000. Ils ont regardé l'espérance de vie. Les mecs, ils avaient 7 ans d'espérance de vie en plus des gens normaux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même quand tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, bah, peut-être tu es en moins bonne santé que tu aurais été toi-même si tu avais fait un peu moins. Ouais, Mais en tout cas, tu es en meilleure santé. Et au niveau mécanique, ils ont. Bah, peut-être qu'il y a des douleurs et tout, mais en tout cas, tu es en meilleure santé que le mec qui est resté dans son canapé. Tu vois. Et aujourd'hui, on sait que. Je suis d'accord. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, et on est en train de découvrir pourquoi. On ne savait pas trop pourquoi avant. On disait moving is medicine, sport is medicine, the best medicine. La meilleure médecine, la meilleure façon de se soigner, c'est de bouger et c'est d'être en mouvement. Et on ne savait pas trop pourquoi. Il y a des études qui sont en train de trouver que l'influence du mouvement sur les mitochondries et les mitochondries qui renouvellent les cellules, ça aurait un impact sur l'espérance de vie. Donc de plus en plus d'études qui confirment ce qu'on avait constaté, quoi. Et puis en plus, tu sais, je vais te dire autre chose, Julien. Il y a ton âge physique, c'est important. Moi, j'ai toujours vécu avec ce précepte, c'est mon père qui me l'a enseigné, un esprit sain dans un corps sain. Mais il y a ton âge mental. Et ton âge mental, pour moi, il dépend de ta passion. Quand tu es passionné, quand il y a quelque chose qui te fait vivre, quelque chose qui ravive ta flamme au quotidien, bah, tu peux aller loin, tu as de l'énergie. L'énergie, c'est notre source d'échange au quotidien. Tu vois, entre humains, on s'échange de l'énergie. Quand tu n'as plus ça, quand tu n'as plus cette passion, quand tu n'as plus cette flamme, tu n'as plus d'énergie. Quand tu n'as plus d'énergie,
finalement, tu n'as plus rien d'humain parce que c'est Cette ça. envie d'apprendre aussi. Voilà, le d'apprendre rapport constamment. humain, il est Ouais, là-dedans. Tu ouais, vois, ton l'échange. énergie, ce qui fait que tu bouges, c'est le fait que tu as un projet et tu veux aller au bout de ce projet. T'es animé. Tu es Ouais, animé ouais, par un projet, ouais, c'est ça. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quoi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui, euh, qui t'aide à atteindre tes objectifs. Enfin, un bon coach, c'est quelqu'un qui t'aide à atteindre tes objectifs. Tu as des objectifs, tu le présentes à ton coach. S'il facilite l'atteinte de tes objectifs, c'est un bon coach. Les outils qu'il utilise, ça c'est toi et lui que ça regarde. Mais est-ce qu'il t'aide à atteindre tes objectifs? C'est ça la question. Et donc, tu peux avoir un coach qui est bon, mais qui est dur. Tu peux avoir un coach qui est bon, mais qui est souple. Tu peux avoir un mec qui est gentil, mais qui n'est pas un bon coach. Parce qu'il t'éloigne de ton objectif. Tu peux avoir le mec le mieux intentionné du monde, le plus gentil du monde, et que ce soit un mauvais coach. Parce que, malgré toute sa gentillesse et sa bonne intention, il t'éloigne de ton objectif. Parfois, être trop gentil, tu sais, comme la mère protectrice. La mère, elle doit laisser son enfant tomber pour qu'il comprenne que quand il est trop haut, il peut tomber, c'est dangereux. Et quand elle le protège trop, trop d'amour, bah finalement, elle ne le protège pas, elle l'handicape. Et donc le bon coach, il doit trouver ce juste milieu où il te pousse, mais il te laisse tomber, mais en même temps, juste ce qu'il faut pour que tu apprennes et que tu récupères et que tu sois meilleur qu'avant. Et ses qualités? Est-ce que tu arriveras à identifier, on va dire, trois. Ouais, alors là, tu sais, quand on enseigne notre métier, souvent on enseigne la physiologie, l'anatomie, la biomécanique. Euh, c'est nécessaire, comme l'alphabet est nécessaire pour parler. C'est pas suffisant. Tu connais l'alphabet, ça fait pas de toi un poète. Ça fait pas de toi quelqu'un qui a une bonne élocution. Tu connais juste l'alphabet, tu connais la base. Eh ben, on devrait expliquer au coach que la physio, la nat, la bioméca, tout ça, c'est que les lettres de l'alphabet. Et ensuite, le socle qui va faire que tu vas être bon en coach, c'est ta pédagogie, c'est ton relationnel avec les gens, ta capacité à transmettre des informations, et à les transformer en habitudes, à les transformer en compétences motrices. Ta capacité à créer des situations, si on parle de performance et de sport de combat, ta capacité à créer des situations qui permettent de transformer les schémas moteurs, qui permettent d'informer sur les bons choix. Ça, c'est un bon coach. C'est pas le bon coach, c'est pas le mec qui explique pendant 20 ans. Hein. Le coach de haut niveau, souvent, 2-3 explications, beaucoup de mise en application, et il parle quand il y a besoin de parler. Mais le coach qui s'écoute parler, un coach qui parle pendant tout le cours, et s'écoute, il ne fait pas progresser ses élèves. Le coach, il doit donner la consigne, laisser l'individu échouer, trouver des solutions, et ensuite recréer une situation dans laquelle il va trouver de nouvelles solutions de façon à progresser. Le coach, il crée en permanence des situations de difficulté dans lesquelles l'athlète doit trouver des solutions. Et ensuite, il doit renforcer ces solutions. Voilà le rôle du coach. Là, on parlait de quelque chose qui m'intéresse, c'est le travail dans les intensités. Toi, une semaine type sur de la haute, moyenne, basse intensité, haute, moyenne, basse intensité, ça serait quoi ton pourcentage? Est-ce que tu respectes les écrits? Est-ce que, ce qui est très difficile au final dans les sports de combat, Ouais. comment tu arrives à gérer les intensités de travail dans Alors, les sports de combat? plus j'ai des mecs explosifs, plus j'ai la nécessité de polariser. Ouais. Donc polariser, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire des entraînements qui sont soit très hauts dans les tours, soit très bas. Donc les mecs très explosifs, Jorik Montagnac, Nassourdine Mavov, on est obligé de polariser parce qu'ils ont des hausses ou des baisses de performance qui sont énormes entre les jours où ils ont un système nerveux qui a récupéré et les jours où ça n'a pas récupéré. Donc c'est obligatoire pour eux de polariser. Dès que tu parles de gens qui sont moins explosifs, que tu parles de femmes qui sont plutôt basées sur l'endurance, tu peux avoir une intensité assez modérée tout au long de la semaine. Tu peux aller chercher en fait de la difficulté, aller dans le rouge un peu tous les jours, sans que ça pose trop de problèmes. Donc il y a vraiment l'identification de avec qui tu traites. Maintenant, ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est que de manière générale,
plus tu t'entraînes, meilleur t'es. Plus tu fais de répétitions, moins la technique te coûte d'énergie, plus tu fais les bons choix, plus tu les fais rapidement, plus tu es relâché quand tu les fais, etc., etc. Et donc, tu dois créer un environnement dans lequel ta variation d'intensité te permet de t'entraîner beaucoup. Et ensuite, c'est à toi. Moi, c'est ça mon critère. C'est pas respecter les écrits, je m'en fous des écrits. Parce que les écrits, la plupart des mecs qui font de la recherche, il y a de la recherche sur du haut niveau, mais pas beaucoup. Et alors, de la recherche sur du haut niveau en sport de combat, il n'y en a quasiment pas. Nous, on a la chance. Je recommande à tous ceux qui écoutent le podcast d'aller chercher l'UFCPI. Ils ont fait un gros bouquin, c'est gratuit, c'est 400 pages, où ils ont étudié tous les athlètes de l'UFC et vous ont fait un compte-rendu. Magnifique. Mais dans les sports de combat, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique sur le haut niveau. Donc, à vous de créer votre littérature, à vous de créer votre expérience. Globalement, ce que tu vois, c'est que plus tu t'entraînes, meilleur t'es. Donc, toi, en tant que head coach, tu dois moduler l'entraînement pour que la personne puisse s'entraîner le plus possible. Et bien évidemment, si tu peux avoir plus d'étapes à haute intensité, bah, c'est mieux. Mais comme tu ne peux pas avoir que ça, bah, faut manager plein d'étapes à moyenne ou basse intensité. Nicolas, merci. Merci beaucoup, Julien. Un dernier conseil pour les personnes qui voudraient au final avoir une carrière comme la tienne, une carrière de coach. Ouais. Parce que là, on parle vraiment du coach, on ne parle pas de tes athlètes, on parle de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme carte, comme conseil à ces personnes qui aimeraient avoir un petit peu un parcours Premièrement, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que moi, je suis coach, mais je pense que ce qui m'a toujours aidé sur ma crédibilité, c'est que je suis ceinture noire de JJB, je suis ceinture noire de lutte à livrer. J'ai fait X compétitions, j'ai fait des résultats. Il faut être champion pour être coach? T'as pas besoin d'être champion, mais par contre, avoir pratiqué, avoir un niveau de pratique, je pense que c'est très important. C'est une crédibilité supplémentaire qui est inestimable. C'est-à-dire que quand tu peux, bah, tu l'as vu aujourd'hui, j'ai pas tourné avec personne, mais je fais toutes les démos, tu vois. Je prends, je suis capable d'appliquer, je suis capable de tourner s'il faut tourner. C'est vraiment un avantage supplémentaire qui est indéniable. Donc, premièrement, il faut avoir fait son expérience en tant qu'athlète. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, mais il faut avoir fait son expérience. Deuxièmement, pour moi, c'est les 3 niveaux du coach. Il faut avoir fait. Et il faut faire. Si tu es préparateur physique, tu ne peux pas lui dire tu vas me faire 5 séries de 10 au squat. Si tu n'as jamais vécu le squat, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois, descendre tout en bas au squat, tu ne sais pas ce que c'est. Attendre en bas avant de repartir, tu ne sais pas ce que c'est. Le rebond, pas le rebond, tu ne sais pas ce que c'est. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas l'enseigner. Donc, faut faire. 2, faut s'instruire. Et l'instruction, il faut faire l'instruction légale. On est obligé. En France, en tout cas, il y a plein de diplômes qui sont légaux. Il faut les passer. Et il y a l'instruction, pas illégale, mais il y a l'instruction sur Internet qui permet d'accéder à des coachs qui sont très expérimentés. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, John Danaher, qui est aux États-Unis, je peux apprendre de lui. Joel Jamieson, préparateur physique, j'ai énormément appris de ce gars. Je n'ai jamais rencontré de ma vie. J'ai énormément appris. Ses bouquins, ses trucs. Les livres germaniques, les livres russes, les livres américains. Mike Israetel, sur podcast, à Internet, j'ai écouté. Et donc, se renseigner, être curieux, aller chercher au-delà de son sport. Parce que parfois, quand on est dans un sport niche comme les sports de combat, il n'y a pas beaucoup de littérature. Donc, on peut aller chercher au-delà et appliquer. Ne pas être dogmatique, sortir du dogme pour avoir une vision big picture et comprendre les principes qui régissent. Et après, donc ça c'est l'instruction, on a dit, officielle, administrative. Ensuite, l'instruction par soi-même, les podcasts, les livres, etc. L'instruction en personne, aller voir des coachs, aller voir des entraînements, poser des questions. Fernand, comment tu fais pour ça? Pourquoi tu fais ça? Thomas Loubersan, quand tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Maxime François, tu pourrais me dire, et moi j'ai cette vision, discuter avec les autres coachs, discuter avec les athlètes. Nas, t'en penses quoi toi? Bah moi je me sens bien quand je fais ça, moi j'ai toujours fait ça, moi j'aime. Benoît, toi c'est discuter avec les gens. Donc faire pour soi, apprendre, faire. Maintenant c'est coacher, faire c'est coacher. Donc maintenant je coach. Et ensuite analyser son coaching. J'ai fait ça, quel est le résultat? Ça a marché, ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, comment ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et ensuite tirer des conclusions de son approche et dire bah là ouais, là j'ai merdé, là c'était bien, là c'était moins bien, là c'était pas bien parce que ça, là c'était bien parce que ça. Et donc progresser comme ça. Pas faire l'un après l'autre, faire les 3 en même temps. Je fais pour moi, j'apprends, je fais faire. Je fais les 3 en même temps et ensuite je le fais pendant longtemps et je monte. Au début je vais coacher qui?
championnat d'Île-de-France ou championnat d'Essonne. Après, championnat d'Île-de-France, championnat de France, premier combat internationaux, combat international européen, combat mondial. Tu vois, et comme ça, au fur et à mesure des années, tu vas développer la confiance, tu vas prendre de l'expérience. Voilà. Nicolas, merci. Merci Julien. C'est un plaisir, vraiment. Plaisir partagé. Ouais. Vraiment, t'écouter, c'est vraiment un plaisir en tout cas.